Donc, bonjour Jean-Luc. Bonjour Catherine. Alors, vous avez vécu plusieurs expériences, j'imagine, mais une particulièrement lors de ce qu'on appelle une dysphagie, c'est-à-dire un étouffement quand on mange, hein, lors d'un un repas avec des amis, je crois. Est-ce que, Oui, qu'on appelle ordinairement fausse route. voilà, une fausse route. Est-ce que vous pourriez nous raconter donc les circonstances et ce que vous avez vécu? Ça remonte à il y a des années, puisque ma fille aînée qui a 35 ans maintenant, elle avait 2 ans. J'étais chez une de mes sœurs qui était un peu plus âgée que moi, et il y avait eu un repas, il y avait quelques amis, certains étaient partis, c'était la toute fin du repas, et ma sœur me dit, oh, il reste un bout de gâteau, est-ce que tu veux pas le finir? Et puis je dis, bon, non, on va se coucher, allez, finis-le, sinon on va le jeter. Je dis, d'accord. Je le mets dans ma bouche. À ce moment-là, on entend un grand bruit dans la salle de bain. L'ami de ma sœur sort de la salle de bain. Il ouvre la porte et il dit, j'ai glissé sur la couche de ta fille, je me suis pris la porte. Il restait 3, 4 personnes, on se met à rire, et moi je commence à rire, et, et instantanément, le morceau de gâteau se bloque dans ma gorge. Et il y a un son il y a un son qui rentrait aigu, ça faisait genre comme ça, et puis, mais moi je sentais que je m'étouffais, et les gens ont cru que je riais avec le fou rire, donc ça a ri encore plus, et moi tout de suite je savais que j'étais en train de m'étouffer. Je savais que j'étais le seul à connaître la méthode d'Emlich, parce que des années auparavant, quand j'étais jeune comédien, j'avais fait un petit peu ambulancier, donc je savais qu'il faut passer par derrière, etc. Appuyer au niveau du sternum, du plexus, voilà, et je savais qu'ils ne connaissaient pas la méthode. Donc j'ai essayé de leur montrer comment faire pour m'appuyer ici, mais ils ne comprenaient pas, et puis ils disaient, bien, bien, je vais t'amener pour te faire vomir. Je sais qu'il ne faut pas faire vomir, parce que si on fait vomir, on met le doigt dans la bouche, et on descend encore plus l'aliment, et là, c'est pas récupérable. Et je me dis, bon, je vais essayer par moi-même. À l'époque, j'étais bien souple, je me mets sur les mains, je me tape le dos en arrière, comme en chandelle, comme ça, en poirier, ça ne marche pas. J'essaie d'ouvrir l'eau au maximum, qu'avec la pression, ça sorte. Ça ne marche pas. Je retourne les voir, je leur prends les mains, j'essaie de dire appuyez-moi sur ça. Ils ne comprenaient pas. Viens, viens, on va te faire vomir. Je les repousse, je leur prends le poing, j'essaie de leur montrer que je veux que ça tape ici pour faire sortir. Ils ne comprennent pas, et puis j'essaie de nouveau par moi-même, je vais dans la salle de bain, à nouveau je rallume, je me tape de toutes mes forces, et puis là je sens que le monde autour de moi commence à tourner, la matière autour de moi commence à tourner, et là je retourne dans la pièce, et puis dans la pièce, je m'aperçois que c'est trop tard, la pièce tourne de plus en plus, la matière de la pièce tourne de plus en plus, et je cherche les yeux de ma sœur, en fait, pour me mettre dedans, en me disant c'est la dernière image que je verrai. Et bizarrement, je n'avais aucune peur de la mort. Juste, mon intention était de respirer. Je faisais tout pour respirer. Mais je ne pensais pas à la mort, je pensais pas, là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je voulais respirer, respirer. Et quand j'ai pris conscience que c'était fini, je dirais bizarrement aussi, j'ai accepté le fait que tout s'arrête. Donc j'ai fixé les yeux de ma sœur, et à ce moment-là, autour de moi, comme ça, tout a tourné, 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 jusqu'à tourner à une vitesse mais complètement dingue, et, n'est resté que du blanc immaculé, avec comme ça juste un fil de lumière sur les parois. Euh, Tout était, on va dire, les parois du... J'étais dans un cône de lumière, en fait. Et les parois du cône étaient tout autour de moi, à peu près à 3 mètres de distance. Et j'ai fixé ce filet de matière qui tout d'un coup a disparu, totalement disparu. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais dans un état de grâce que l'on vit parfois, mais en une demi-seconde ou une seconde, quand tout d'un coup, je sais pas, devant un rayon de soleil, on est émerveillé, devant un sourire d'un enfant, on est émerveillé, devant quelque chose, mais voilà. Et puis ça disparaît. Et là, c'était mon état général. Donc, je n'avais pas besoin de m'émerveiller, puisque c'était mon état naturel, était l'émerveillement de ce que je ressentais, de ce que je vivais. Voilà. Et, et j'ai compris donc que j'étais en train de mourir. J'ai su que c'était un cône parce que la partie basse du cône, elle était plus basse que la partie haute, plus large, pardon, que la partie haute.
La partie haute, elle faisait peut-être juste 1 mètre de diamètre. Et j'ai regardé en haut, et il y avait tellement de lumière que j'ai rebaissé la tête. Je me souviens de ça, mais c'était une lumière d'amour, et je sentais que j'étais en transit et que je ne pouvais pas, avec ce corps-là, supporter l'amour qui m'attendait. Mais c'était l'affaire de quelques secondes, voire quelques minutes, dans mon temps en moi. Et voilà, donc je vivais ça, et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'en fait, je quittais cette terre, que peut-être je l'avais déjà quittée, et j'ai juste repensé à ma fille aînée. Et je l'ai imaginée, ou alors je ne sais pas, mais dans tous les cas, je l'ai vue arriver dans la pièce, où est papa? Et ma sœur qui lui répondait, papa, alors cette phrase, elle était un peu idiote, papa est tombé sur le parquet, et en gros, il est mort. Et tout d'un coup, en moi, je me souviens avoir pensé le mot merde. Merde, t'as pas le droit de la laisser. Comme si vraiment c'était une évidence, tu n'as pas le droit de la laisser. Apparemment, je saurais rester, entre guillemets, mort entre 30 secondes et 1 minute. Voilà. Dans mon temps en moi, ça a été beaucoup plus long. J'ai eu le temps de jouir de cet état. Il m'a semblé que ça a duré peut-être 10 minutes. Et réellement, ça a été très court. Ça a été l'affaire de 45 secondes, peut-être. Et tout d'un coup, j'ai pensé à ma fille, t'as pas le droit de lui faire ça. Et instantanément, sur ces parois, le filet que j'ai vu en dernier lieu s'est représenté. Et je l'ai vu et j'ai compris qu'on me proposait de revenir. Et je ne voulais pas le regarder parce que je sentais que j'étais trop bien et je me rappelais que ce monde, il n'y avait aucun plaisir sur cette terre qui pouvait égaler ce que je vivais tout naturellement, sans aucun effort, mais même sans chercher l'amour, aller mieux, c'était déjà, mais ça n'existe pas sur Terre. Un bonheur comme ça n'existe pas sur Terre. Donc, ce filet se représentait à moi, et je baissais la tête pour le regarder en dessous. Je sautais le filet, je regardais au-dessus, je regardais en dessous, je regardais au-dessus. Mais partout où je regardais, il y avait ce filet-là, et je me dis, bon, tant pis, regarde-le. Et je me suis mis à nouveau à le regarder. Et quand je l'ai regardé vraiment, à ce moment-là, je suis revenu à la réalité et j'étais en train de cracher. En fait, ils n'avaient pas compris, mais ils me tapaient de toute leur force avec leurs poings sur le plexus. Et puis, j'ai recraché la nourriture qui obstruait ma respiration. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu dans le cône. Et pour moi, je n'ai vécu que ça. Et bizarrement, alors je me suis mis ensuite à avoir des tremblements comme si c'était difficile de revenir dans mon corps de matière. Et bizarrement, tout d'un coup, je me suis souvenu, comme s'il y avait une autre conscience parallèlement. Parce que moi, si on me disait qu'est-ce que tu as vécu, je n'ai vécu que ce bonheur dans le cône. Et pourtant, parallèlement, je me dis, tiens, mais tu as eu cette image, cette image, cette image, cette image. Je les avais écrites à l'époque et je m'étais arrêté à 100. Et en fait, c'est toutes les images, tous les moments de ma vie où j'ai eu une émotion trop forte, qu'elle soit désagréable ou trop agréable. Mais, et en fait, ça, le fait de m'en souvenir, il y avait même des souvenirs, mais j'avais complètement oublié. Et un truc d'ailleurs, je me dis, mais comment j'ai pu m'en souvenir? Je devais avoir 2-3 ans. Mon grand frère qui avait 16 ans plus que moi, il m'avait baissé mon petit maillot et j'ai eu honte, même à mon âge de 2-3 ans. Et ben, paf, ça m'est réapparu. Et non seulement la situation me réapparaissait, mais l'émotion liée avec la situation réapparaissait. À 8 ans, j'étais dans une école catho. J'ose le raconter, même si c'est ridicule. Il y avait tous les jours, on avait une heure de messe, et j'étais à la messe, et j'ai pété. Et mes petits copains se sont retournés, et j'ai eu tous les regards sur moi. J'ai eu une honte, mais une honte. Et ça m'est revenu. Voilà, plein d'histoires comme ça. Je me souviens aussi le premier sein d'une femme que j'ai vu à la télé. Oh, ça m'a fait un choc. D'une mort vivante, je devais avoir 8 ans, 10 ans à la télé. Ça m'a fait un choc. D'un vampire, etc., d'une gifle que j'ai reçue de ma mère. Voilà, j'avais noté 100 trucs, et à chaque fois, mais beaucoup étaient dans ma petite enfance. Beaucoup étaient entre 2 à 10 ans. Voilà. Et après, ça a été
des moments plus forts, le sourire de mon épouse lors de mon mariage, la naissance de mes enfants, des choses comme ça. Mais j'en ai oublié la plupart et je me demande même comment ils pourraient me revenir. C'était tellement lointain et vraiment de mon vivant, là, je dirais, mais c'est anodin. Pourquoi j'ai pensé à ça? Mais en revivant, je me suis rendu compte que l'émotion liée n'était pas du tout anodine. Elle avait été trop forte. Elle n'avait pas été absorbée, quoi, digérée. Et ces souvenirs, vous les avez eus tout de suite après avoir repris conscience ou... Oui, alors je les ai eus en fait d'abord d'abord j'étais dans mon corps et j'ai eu froid, j'ai eu très froid, j'ai eu des spasmes, j'ai tremblé, donc j'étais que dans mon corps. Ensuite, je me suis souvenu de tout ce bonheur que j'ai eu et j'ai eu une immense nostalgie, une immense tristesse d'avoir quitté ce monde. Et après, donc je dirais plutôt, c'est peut-être 2 minutes après, ah mais j'ai pensé ça, ah mais j'ai pensé ça. Mais une partie de moi refusait de me dire, mais non, c'est pas possible, tu ne l'as pas vécu, puisque tu as vécu autre chose, tu as vécu que le bliss, que le bonheur d'être dans ce cône. Et après même, je me dis, mais comment c'est possible? J'ai vécu avec 2 consciences différentes. Et pour vous, le choc physique que vous veniez de subir n'a pas entraîné peut-être simplement des souvenirs qui seraient revenus. Pour vous, c'était quelque chose de vécu. Je comprends les gens qui n'auraient pas vécu ça, ils vont dire oui, mais est-ce que c'est pas toi qui te racontes des histoires, toi qui... Mais quand on vit ça, on n'a qu'une seule certitude, c'est ce que l'on est, quoi. C'est au-delà de la certitude, c'est. Et puis pour moi, après, peu importe si les gens veulent remettre en doute, moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Mais vous n'avez aucun doute. Vous n'avez aucun doute. Aucun, absolument aucun. Et je donnerais ma tête à couper, je donnerais l'âme de mes enfants, mais c'est certain, c'est certain. Et pour vous, quand vous étiez donc dans ce cône, est-ce qu'il y avait une notion de déplacement dans ce Oui, cône? il y avait. Alors, ce qui est étonnant, c'est que j'étais accompagné d'une sorte de bruit ascensionnel. Ça montait. Je savais que je montais et il me tardait d'arriver. Et ce que j'ai pas tout dit, c'est que pour moi, ça a quand même duré puisque j'ai pu regarder le haut 2, 3 fois. Et à chaque fois, la lumière, elle était encore plus forte, mais plus douce. C'est pas possible, non, parce que plus une lumière est forte, plus elle nous aveugle. Et là, c'était l'inverse. Je la supportais de plus en plus et elle devenait de plus en plus amour. Donc, il me tardait d'arriver. Mais je sais pas pourquoi, moi, j'arrivais par le haut. Et même, je me souviens avoir aussi pensé, mais est-ce que c'est vraiment ça le cône de lumière? Parce que normalement, il est horizontal, quoi. Je me disais, c'est horizontal. Pourquoi moi, il est vertical? Qu'est-ce que vous voulez dire par j'arrivais par le haut? Ben, c'est-à-dire que j'étais dans un cône, j'étais debout. En fait, j'étais debout et je ne tombais pas parce que ce cône était rempli d'une nature cotonneuse, entre gaz et coton, mais plus coton que gaz, blanche, un blanc immaculé qui n'existe pas sur Terre parce qu'il est vivant d'amour. Et non, c'est pas traduisible en fait, c'est pas traduisible. C'est une couleur blanche vivante d'amour. Voilà. Nous, on va passer ça par notre intellect, comment ça peut être possible, tout ça, mais en fait, c'est du vécu, c'est vraiment ressenti, c'est au-delà des sens, terrestres, en fait. C'était l'amour qui me tenait. Il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas de bas, il n'y avait pas de haut, il n'y avait que des choses autour. Et en haut, je regardais, c'était la lumière. En bas, je ne voyais pas parce que c'était toujours ce blanc cotonneux. Mais pour moi, c'était comme un véhicule, ce cône. Mais je savais qu'il allait se poser en hauteur et que j'allais sortir par... Je ne sais pas pourquoi, je me disais, je sortirais par le haut, puisqu'il n'y avait pas de porte sur les côtés, donc, et je ne voyais pas ce cône pouvoir se poser sur le côté. Donc il me tardait d'arriver qu'il se pose. Vous disiez tout à l'heure, je baissais la tête, je regardais vers le haut, etc. Vous aviez une sensation d'avoir un corps d'une certaine façon. J'avais toujours mon corps. Vous aviez toujours votre corps. J'avais toujours mon corps. Mon corps n'avait plus d'intérêt. Ma vie d'avant n'avait plus d'intérêt, plus aucune. Si j'avais pas eu ma fille, mais je pensais même pas, j'avais aucun désir de revenir sur Terre. C'est juste ma fille qui disait où est papa et je me disais que j'avais pas le droit de laisser un petit enfant de 2 ans comme ça, sans père.
Et cette notion, quand vous avez compris qu'il vous était communiqué de repartir, là, que cette information, vous l'avez reçue comme quelque chose que vous saviez, ou vous pouvez redire quelques mots là-dessus? Alors, juste quand j'ai revu le filet de lumière autour du cône, j'ai su que c'était évident qu'on me proposait de revenir en moi. C'est pas tout ce que je vous dis, ça passe pas par l'intellect, ça passe par le ressenti. Je savais qu'on me disait, tu peux ne pas mourir, tu peux revenir sur Terre. Mais j'avais pas du tout envie. Et j'avais beau savoir que c'était presque ma fille qui me demandait de revenir. J'avais une partie qui ne voulait pas, donc qui regardait en dessous, au-dessus, en dessous. Et tout d'un coup, cette sensation était trop forte. Je dis non, je dois revenir pour elle. Je l'ai souvent dit après, je dis, j'avais vraiment pas envie de revenir, mais je suis revenu pour toi. Est-ce que dans ce cône, c'était quelque chose une situation familière pour vous, nouvelle, parce que vous dites que c'était formidable, merveilleux, mais est-ce que c'était quelque chose qui faisait partie du connu en vous? Il y avait quelque chose de familier ou pas? Alors, dans le cône, rien n'était familier. Mais par contre, j'ai, quand j'étais enfant, il m'arrivait des choses, je ne vais pas raconter mon histoire, mais qu'on pourrait classifier de paranormal. J'avais des petites apparitions, des objets se déplacer. J'ai toujours été attiré, entre guillemets, par le spirituel dès ma petite enfance. Et moi, j'avais un ami, c'était le petit Jésus, quoi. Je lui parlais en permanence, tout ça, voilà. Et, je venais d'une famille très bourgeoise, tout ça, hein, et je n'avais aucune envie d'être carriériste. J'avais envie de, pour moi, ma vie, c'était la quête du bonheur. Et donc, je me suis très vite intéressé aux religions, à la théologie, à plein de choses. Très rapidement, j'ai pratiqué la méditation, tout ça. Donc, pour moi, ces univers, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais vécu ce Voilà. qu'on appelle un début de EMI, quoi, une Ouais. EMI, même si je suis pas allé dans l'au-delà complètement. Oui, quand je vous demandais quelque chose de familier, c'est ça que je voulais dire. C'était est-ce que ça faisait partie de votre vécu, vraiment quelque chose de familier parce que déjà vécu, mais non, hein, c'était pas quelque chose, voilà. Et donc, est-ce que vous diriez que ça a modifié quelque chose dans votre vie après cette expérience-là particulièrement, parce qu'il semblerait que vous avez vécu d'autres choses. Mais est-ce que cette expérience a fait quelque chose? L'expérience a vraiment modifié certaines choses, et je dirais les a améliorées, puisque mon corps peut avoir peur. Par exemple, je suis en voiture, tout d'un coup, je n'ai pas vu quelque chose. Voilà, j'ai des sensations dans mon corps. Mais il y a en moi une certitude que je ne connais pas, c'est une certitude de ressenti, mais que la vie est continuité et que la mort n'est qu'un passage. D'ailleurs, moi, je peux parfois communiquer avec l'au-delà. Et quelques années après, je dirais 4-5 ans après, c'est là où j'ai vérifié, où disons une situation m'a montré que, ah, dis donc, quand même, c'est pas mal comment tu vis les choses. J'ai pris l'avion et il y a eu d'énormes, comment on appelle Turbulence? ça? Voilà, Turbulence. turbulences. Voilà, d'énormes turbulences. Les gens se sont pris les mains, certains ont crié un petit peu, des coffres se sont ouverts, des hôtesses sont venues entre les rangs, entre se tenant, en disant n'ayez pas peur, on traverse vraiment un champ de turbulences énorme, mais beaucoup de personnes ont eu très peur. Et puis comme certains ont crié, du coup, ça a amené encore plus de peur les personnes, dans les passagers. Et moi, j'étais à côté du hublot, j'ai regardé le hublot, j'ai regardé en bas, et je me dis, je suis prêt. Et j'ai pensé, il faudra juste que je pense à sourire au moment où l'avion se scratchera. Et pareil, j'ai dit, oh non, j'ai pas mon portable avec moi, je peux pas laisser un mot à mes enfants comme quoi je les aime. Et c'était tout. Donc, je veux dire, comment tu prends la mort, c'est pas si mal que ça. Et pour revenir dans ce cône, euh, vous, vous avez donc eu cette sensation de présence cotonneuse vivante là, pour autant pas d'autre présence. Non, aucune autre présence, mais
c'est pareil, j'ai une certitude que j'allais arriver à un endroit, là, j'allais quasiment y arriver. Et là, j'allais trouver plein de monde, et que des gens que j'aime. Et presque, j'étais attendu. Mais c'est pareil, on peut me dire, t'es sûr, c'est pas parce que tu connaissais ça, t'en avais entendu parler. Moi, je dirais non. C'était. D'ailleurs, je regardais quand est-ce que j'arrive, quand est-ce que ça va freiner. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Jean-Luc, pour cette expérience, ce partage d'expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter, hein, en rapport justement avec ce moment-là de votre vie? Non, je dirais que c'était il y a déjà 33 ans. Et voilà. Et puis petit à petit, je pense que ça a forgé un état d'être qui, à mon sens, est peut-être déroutant pour certains, parce qu'il y a bien des gens qui me disent, oh, mais on a l'impression que tu t'en fous. Je dis non, je m'en fous pas du tout. Simplement, il y a en moi quelque chose qui s'est infusé, c'est que, comme si par exemple je suis en mer, peu importe si je suis sur le haut de la vague ou le bas de la vague, parce qu'il y a une partie de moi qui se rappelle toujours que je suis l'océan. Et je dirais que c'est ça, surtout, ce que ça m'a apporté. Que voilà, laissons la vie être et arrêtons de vouloir faire dans la vie, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, on n'est qu'un passage, que dans notre petit être incarné sur Terre, on ne comprend pas, mais il y a une dimension qui est tout autre, voilà, auquel j'espère que sur Terre, on aura accès à cette dimension, mais pour l'instant, j'ai l'impression que je l'effleure des doigts, mais c'est tout. Merci beaucoup pour ces belles phrases, Jean-Luc. Donc, merci pour ce partage. Merci beaucoup. Merci.